Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux pour cette conférence. Donc, on va parler de performance, on va parler d'API. Bon, déjà, est-ce que tout le monde a une API? OK, ça va. Sinon, vous pouvez peut-être sortir, il y a des gens qui veulent venir, je crois, encore. Non. Et Symfony? OK, pas mal. API plateforme? OK, pas mal. OK, on est dans le sujet alors, c'est bon. Alors, pour nous, moi je travaille sur Redirection.io, c'est une plateforme, web pour, des personnes qui font du référencement. C'est pas le sujet. Qu'est-ce que c'est? Du coup, on est en mode SPA. Je pense que si vous faites des API, vous êtes certainement peut-être en mode SPA. On a, beaucoup d'API différentes. On a des API publiques, on a des API privées, m plusieurs API privées, c'est-à-dire des API privées qui sont appelées pour notre application et même des API privées qui sont appelées par des binaires, qui sont déployés chez nos clients. Ça représente à peu près au total, 1000 requêtes secondes, sur, 2 serveurs web. Donc on a pas mal de trafic. En tout cas sur 2 serveurs, ça fait pas mal de trafic. Du coup, on a une API. Je vais déjà poser les questions, mais on est sur du Symfony, du API Platform. Du coup, derrière, ça utilise le serializer de Symfony et du Doctrine. Après ça et du MySQL pour le coup derrière, mais c'est pas ce qu'on va voir ici. Mais ça peut avoir son importance quand on parle de performance. En sachant que généralement, nous, ce qu'on observe, c'est nos 2 points bloquants de performance, c'est le serializer Symfony et c'est Doctrine. En particulier l'hydratation, surtout quand on travaille sur un nombre important d'entités. Heu, on va rentrer un peu plus dans le détail. On va se focaliser sur une entité lors de cette conférence. Donc c'est une entité qui s'appelle project, donc ça représente un projet de nos clients. Il y a, là, ici, il y a un nom, il y a une organisation qui est liée au projet, il y a plein d'autres données. Par exemple, on a une collection qui s'appelle Favorite Log View, et il y a pas mal d'attributs assez classiques. Donc on a, une API ressources, ici, on dit que c'est une entité doctrine, on met des groupes de sérialisation, voilà. Ça reste assez classique dans les autres projets d'API qu'on a pu voir. On a aussi, des données en plus qui ne sont pas disponibles dans l'entité et du coup on a, comme on utilise le serializer de Symfony, on a créé des normalizers custom. Donc on a, notre propre normalizer qui va appeler, le parent. Moi je ne l'ai pas mis ici, mais en gros il appelle le parent pour récupérer la donnée, qui est gérée par API Platform. On rajoute par exemple des permissions dans les données qu'on renvoie. On va appeler un autre repo qui va, récupérer des données, qui les injecte et cetera. Tout ça, voilà, ça fait pas mal de choses et maintenant on va un peu plus parler de performance et déjà quand on parle de performance, la première chose dont on parle, c'est mesurer. La première étape quand on veut bien gérer ses performances, déjà il faut savoir d'où on part. Nous, déjà, on va parler en termes de surface, c'est-à-dire qu'on va regarder, le nombre d'appels, le nombre d'appels, qui est fait sur un endpoint API et après le temps qu'il est pris pour essayer de trouver les appels les plus importants en termes de volume. Donc, on a un endpoint sur notre projet, on a un TPM, donc il y a un transaction par minute qui est à 0,609, sauf qu'en fait, on n'envoie pas toutes les traces, on n'en voit qu'1 sur 10 000. Donc en fait, on est plus à 6 000 appels par minute environ. Et dans notre cas, c'est un des appels les plus importants. On en a d'autres, mais celui-là, c'est le plus important, il me semble. Et surtout, il n'y a pas de cache dessus, parce qu'on ne peut pas faire de cache dessus. Parce que c'est une donnée qui peut changer souvent, qui a avec des données qui ont à l'intérieur, qui ont des propriétés qui changent très souvent, et qui permettent de déduire du cache. Et cette donnée est assez, rapide à générer, vous allez voir. Donc la donnée, l'endpoint API, mais là, c'est un exemple, donc il met 44 ms, cet exemple. En moyenne, ça devait être, ça c'était avant, donc avec le serializer.
Donc ça met 45 ms à peu près, peut-être en moyenne, peut-être plus 50, peut-être un peu moins. Bon, on est dans ces eaux-là. Et ce qu'on remarque déjà, c'est qu'on a des traces. On voit que la sérialisation, ça prend 18 ms. Là, on se dit, ouais, quand même, à peu près 40 du temps qu'on passe, 44 ms, c'est pas beaucoup, mais on passe quand même 18 millisecondes dans la sérialisation. En sachant que c'est pas non plus, on voit peut-être une dizaine, dans cette entité, on voit peut-être une dizaine de champs. Alors après, il y a d'autres facteurs autres que la sérialisation, mais ça prend quand même pas mal de temps. Et après, il y a aussi dedans, il y a 2 ms de doctrine, enfin de requêtes SQL, mais elles sont pas forcément à prendre en compte là-dedans. C'est pas ça l'important ici. Donc, on a remplacé par l'automapper, et le spoiler, c'est qu'on est passé à ça. Donc on est passé à peu près 17-18 ms. C'est sur un appel après, donc c'est pas vraiment une moyenne. Mais on se rend compte surtout que la sérialisation met plus que 4 ms. Donc, si on enlève les appels SQL qu'on a à l'intérieur, on passe de 16 ms à 2 ms, doctrine exclue. Donc on divise par 8 notre temps de sérialisation en utilisant l'automapper. Et du coup, si on recalcule sur le temps total de la requête HTTP, en moyenne, c'est un temps de 30%. Là, c'était un peu plus, mais quand on a fait après j'ai pas montré le graphe, mais on a un graphe qui permet de faire la moyenne de tout ça, et c'était à peu près 30%, peut-être un peu plus que 30%. On va revenir un peu sur le serializer, sur comment ça marche, déjà pour poser un peu les termes. Le serializer, il y a 2 choses dans Serializer. Il y a la partie, les méthodes serialize, deserialize qui font part de l'objet pour arriver directement en JSON. Dans notre cas, c'est du JSON. Mais surtout, à l'intérieur, il y a 2 parties. Il y a la partie normalisation, dénormalisation. Donc, c'est la partie où on passe d'un objet à un tableau ou d'un tableau à un objet. Et il y a la partie encodage et décodage. La partie encodage, décodage, c'est pas ça qui prend du temps. Ce qui prend du temps, c'est tout ce qui est normalize, dénormalize. Et dénormalize, on ne va pas trop s'en préoccuper parce que c'est pas non plus trop nos appels. On a beaucoup de lecture, on n'a pas beaucoup d'écriture. Le dénormalize, c'est plus quand on a de l'écriture. Du coup, c'est vraiment sur la partie normalisation qu'on va se concentrer. Comment ça marche l'automapper? Pour faire un petit comparatif, l'automapper, c'est à la base, c'est pas forcément pour faire ça. C'est surtout pour transformer d'un objet à un objet. Voilà. Mais en fait, on fait de la transformation de schéma en schéma. Et on s'est rendu compte en fait que un objet ou un tableau, une fois qu'on a les métadonnées, c'est juste une façon d'écrire ou de lire qui est différente. Donc ça ne change pas grand-chose à ce qu'on faisait. Donc on se dit, bah, autant ajouter. Donc on propose de l'objet à un tableau qui est la partie normalisation et la partie de tableau à un objet qui est la dénormalisation. Si on compare un peu entre les deux maintenant, pourquoi l'automapper c'est un peu plus rapide? Symfony Serializer, quand il y a du cache dedans, il y a même pas mal de cache, et surtout ce qu'il veut mettre en cache, c'est les métadonnées. Nous, ce qu'on met en cache, c'est le code généré. Qu'est-ce que ça change? C'est que même si vous avez les métadonnées en cache, à chaque fois que vous avez une requête HTTP, il doit refaire tout son algorithme de déduction de savoir ce que je dois ou pas dois faire pour telle valeur de données ou tel type de données, même si les métadonnées sont en cache. Donc il a toutes les données rapidement, mais toute sa décision et sa logique, il doit la refaire à chaque fois. Nous, la décision et la logique, elle est en partie, même en très grosse partie, déjà dans le code généré. C'est-à-dire qu'on l'a fait avant le code généré, et du coup, on a pu simplifier le code généré pour faire quelque chose de très rapide et de très efficace. Et c'est ce qui, en fait, c'est ce qui fait qu'on gagne autant de performance là-dessus. Quand on parle de code généré, voilà un peu un petit exemple de ce que ça génère comme code. Donc, ça nous génère une classe qui va avoir une méthode map qui est sur une interface, mais ça, c'est de la tuyauterie interne, c'est pas très grave. Et en fait, tout simplement, bah, ça met votre valeur dans un tableau. En fait, il n'y a pas plus simple, mais c'est compliqué de faire plus simple. Alors peut-être on est sur en tout cas encore plus bas niveau, mais bon, ce serait trop complexe. Enfin bref, voilà, ça reste très simple comme code généré. Du coup, même on peut le regarder, voir un peu ce que ça fait, et on peut même le comprendre. Alors après, le seul problématique, c'est les noms de variables. Ça, on n'a pas trouvé de mécanisme propre pour faire ça. Ouf.
Bref, ça peut faire un peu n'importe quoi, mais on préfère du coup, il y a juste des valeurs avec des entiers. Donc ça, c'est le code généré. L'autre point de différence qu'on va avoir avec le serializer et qui nous fait aussi gagner des performances, c'est que Symfony, quand vous avez des sous-entités, donc ça va faire appel à vous avez, exemple, nous, on avait notre projet, on avait une organisation en dessous. Quand on va dire dans mon projet que je veux normaliser l'organisation, ça va rappeler le normalizer parent de Symfony et il va y avoir un registre à l'intérieur, des fois avec du cache, des fois sans cache, parce qu'il y a des contraintes autres que simplement le 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 type de données qu'on va normaliser et du coup, ça fait il y a un arbre d'appel qui peut être assez important. Dans l'automapper, toute cette décision, on peut la calculer avant et ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'avoir un registre global, on injecte directement le mapper concerné dans, celui qui doit faire cette normalisation. Alors on a eu des petits soucis, mais ça a été corrigé de références circulaires, de choses comme ça, mais ça, on arrive bien à les gérer. Et ce qui fait qu'en fait, on a un arbre d'appel qui est beaucoup plus réduit, que le normalizer et donc du coup, on gagne aussi des performances là-dessus. En termes d'utilisation, heu, dans le serializer de Symfony, vous allez avoir des attributs et vous ou de la config et vous allez avoir des normalizers custom pour ajouter des propriétés, par exemple. Dans l'automapper, vous allez avoir de nouveau des attributs. On est compatible plus avec tous les attributs de serializer de Symfony et on en ajoute d'autres qui permettent de plus spécifier et surtout, on n'a pas une notion de normalizer parce que c'est pas un serializer là-bas, c'est un transformer d'objet à objet ou de schéma à schéma. Du coup, on a des transformers pour savoir qu'est-ce qu'on se transforme. C'est un peu différent en termes de terminologie, mais ça va. C'est pas pour tous les projets. Heu, déjà, si vous n'avez pas de typage fort, bah, vous peut-être quitter la salle, et aller à une autre conf, mais bref. C'est aussi si vous avez beaucoup de sous-entités ou de propriétés, c'est dans ces cas-là que ça va très, très, très bien marcher. Donc il faut du typage fort parce que, dans votre code, il faut qu'on arrive à comprendre comment sont vos entités. Mieux on comprend vos entités, mieux on pourra générer du code qui soit, heu, efficace et qui soit pertinent. Et aussi, pas obligatoire, mais si vous avez Symfony API Platform, ça marche très bien avec. On a, tout le support qu'il faut. Est-ce que vous devez refaire toute votre API? Parce qu'on va avoir une nouvelle lib, il y a des choses qui changent, on n'a plus de normalizer, on a des transformers et cetera. Non, vous n'allez pas devoir tout refaire. En tout cas, vous n'allez pas avoir tout refaire d'un coup et c'est là-dessus qu'on va surtout se concentrer pour le reste de la conférence. En fait, on a mis en place dans les dernières versions tout un système de migration qui permet vraiment, de faire, pas à pas, donc de hop, pas encore, qui permet de faire pas à pas, tous vos, appels au fur et à mesure, sans devoir tout réécrire d'un coup. Parce que moi, j'avais un projet, j'ai pas encore tout réécrit, je l'ai mis en place, l'automapper, on l'a mis en place dans notre projet il y a 8 mois, quelque chose comme ça. Et c'est pour ça qu'on a sorti la version 9. C'est parce que, je voulais avoir un système de migration parce que j'avais pas envie de tout réécrire d'un coup. C'est trop coûteux, c'est difficile à faire passer aussi. On n'est pas sûr aussi qu'on va gagner des perfs. Des fois, peut-être que vous n'allez pas forcément beaucoup en gagner. Vous devriez en gagner, mais peut-être pas forcément, tant que vous pensez. Donc, il faut faire au fur et à mesure pour prendre les meilleures décisions et pouvoir itérer sur ce que vous faites en termes d'optimisation de performance. Donc il y a un système de migration. Déjà, on prend en compte, comme je disais avant, tous les attributs existants, du serializer et cetera. Donc ça va être direct. Il n'y aura pas besoin de modification à ce niveau-là. On fait endpoint par endpoint et surtout, il n'y aura aucun impact sur votre endpoint. Et on supporte, comme je disais avant, on supporte API plateforme. Le support est assez basique pour l'instant. Donc, on supporte JSON-LD, Hydra. Donc, on arrive dans le code généré à générer les propriétés Hydra et JSON-LD. Pas toutes encore, pas dans tous les cas, mais en tout cas, dans les cas les plus basiques, les plus simples, ça marche assez bien. Et il ne faut pas hésiter à nous remonter des issues s'il y a des cas qui ne marchent pas, justement. Comme ça, on va pouvoir mieux les identifier et apporter des corrections. Alors, c'est parti. Comment ça marche? Comment on fait cette migration? Ah bah, ça reste comme toute librairie, on utilise Composer, on require le package
Ensuite, on ajoute, si vous utilisez Symfony, on ajoute le bundle qu'on fournit directement. Il n'y a pas d'autres paquets, c'est directement fourni dans le paquet principal. Donc le bundle Symfony dans notre kernel. Et ensuite, on va commencer par faire un tout petit peu de configuration. Ça va être la configuration minimum que vous allez avoir besoin pour faire correctement votre migration. Tout simplement, on va déjà activer le normalizer. Comme j'ai dit, l'automapper, c'est d'abord de schéma à schéma et on supporte les normalizers, mais en mode, il faut que ce soit vous qui l'activez pour que ça remplace, ou en tout cas que ce soit injecté au niveau des services de Symfony et que ce soit par-dessus. Ensuite, on va rajouter une deuxième propriété qui s'appelle le Only Register and Mapping, qui permet de dire je veux utiliser Automapper que pour les entités dont j'aurais précisément spécifié que je les veux. C'est-à-dire, si je ne les veux pas, je veux pas qu'elles si je n'ai pas mis dans la config ni d'attribut, je ne veux pas je ne veux pas utiliser Normalizer pour ça. On va activer le support d'API Platform, si vous avez API Platform, sinon pas besoin. Et ensuite, on va créer un mapping. Donc c'est là où on va enregistrer tous les normalizers qu'on va devoir qui passent par l'automapper. Et au début, on va rien mettre parce que on veut que ça fasse rien. Mais là, on va commencer à rajouter du coup une première entité. Comment ça marche le mapping? C'est qu'on va préciser entité par entité, mais en fait, c'est pas vraiment entité par entité. C'est plutôt avec ces entité par entité avec une direction. Direction, je parle de soit de normalisation ou soit de dénormalisation. Donc, dans notre cas, on va faire de la normalisation. Donc, je veux dire que je prends en source un projet, donc qui était l'entité qu'on a vu avant, vers un tableau. Et dans ces cas-là, ça va me créer un normalizer. Ça va pouvoir être géré par le normalizer de Symfony, en passant par l'automapper. Et là, normalement, magie, ça marche. Ou peut-être pas. Ah, j'ai oublié, il y a aussi une autre façon de faire. Vous pouvez préciser un chemin et mettre un attribut sur votre entité. Voilà, c'est une autre façon de faire, de préciser. Et des fois, quand vous avez fait ça, maintenant, peut-être que ça va marcher d'un coup et peut-être que ça ne va pas marcher. Heureusement, on a prévu tout un système de profiler dans l'automapper. Le profiler dans l'automapper, c'est vraiment, ça nous a permis de bien comprendre ce qui se passe, de pas mal débugger, de se dire: «Ah ouais, mais là, j'ai peut-être pas mon bon type qui est précisé, j'ai un attribut qui est pas bien, défini». Donc on a un profiler qui va revenir, qui va dire, au-dessus, on a toutes les entités qui sont utilisées par l'automapper. On peut savoir si déjà elle est bien enregistrée pour savoir si ça passe bien par notre normalizer. On va avoir du coup la source, le target, et on va avoir toutes les propriétés qui sont mappées. Donc là, on en a 66. Et après, on va même avoir le code qui est généré. Oui, c'est pas très visible, mais vous avez le code voilà, généré juste pour la propriété. Et après, le transformer qui existe, mais ça, j'en parlerai plus tard. Vous avez en plus du profiler, vous avez aussi une commande client. Donc ça, c'est peut-être même, ça peut être en prod par exemple, si comme on n'a pas le profiler, mais ça en prod, ça doit être disponible pour pouvoir un peu comprendre ce qui se passe. Et du coup, on retrouve aussi voilà, le source, le target, et on retrouve des dépendances aussi. Alors là, ça, on l'a pas dans l'autre écran. Je pense qu'on devrait si on l'a peut-être dans l'autre écran, mais peut-être c'était plus bas. Mais on a les dépendances aussi quand on doit appeler des sous-mappers. On a des dépendances vers d'autres entités. On a un sacré paquet. Ensuite, en fait, on se rend compte que peut-être en fait, on avait des propriétés custom, des propriétés virtuelles, et du coup, avant, à la base, on avait Symfony, et du coup, on avait un normalizer custom. Donc ici, dans notre exemple, on appelait un repo qui s'appelait Statistics Repository, on allait chercher des données, et on les mettait dans notre tableau. Comment est-ce qu'on va faire ça? Parce qu'on n'a plus de normalizer dans l'automapper. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on vous propose des attributs, un attribut qui s'appelle map2, qui permettent de lui dire: «OK, on va avoir un nouveau champ qui s'appelle request evolution». On met au niveau du projet parce que justement ce champ-là n'existe pas dans notre projet, donc on ne peut pas le mettre sur un champ spécifique. Donc on le met au niveau de la classe. Et ensuite, on va spécifier un transformer juste pour ce champ-là. C'est-à-dire que chaque champ que vous allez devoir rajouter devra avoir son propre transformer. On ne va pas pouvoir faire un mapper global avec toutes les propriétés custom. Parce que c'est compliqué, ça veut dire qu'il faudrait étendre le code généré, et cetera. On a préféré faire comme ça nous simplifiait beaucoup la vie, en termes de conflit entre ce qu'on doit faire ou pas faire.
Du coup, le transformer, à quoi ça ressemble? Donc, une fois qu'on a ça, on va créer son propre transformer. Donc là, on va l'appeler request evolution. On implémente une interface que la librairie que Automapper propose. Donc, on doit faire un transform. Ici, on va avoir la valeur de la propriété, sauf que dans notre cas, comme c'est une propriété qui n'existe pas à la base, ça ne vaut rien. On va avoir la valeur de notre objet ou de notre tableau qui correspond un peu à la source. Donc c'est ça qu'on va utiliser. Ça représente, ici, dans notre cas, ça représente le projet. Et là, on va avoir un contexte. C'est le contexte de l'automapper et aussi, quand on est dans un cas de normalisation, on va y injecter le contexte du serializer. Donc vous pourrez même carrément utiliser les propriétés du serializer là-dedans. Ici, vous allez du coup pouvoir faire appel à votre statistic repository comme ce qu'on faisait dans le normal cluster et retourner la donnée. Et automatiquement, ça va être mis dans votre champ. Maintenant, on va voir un deuxième cas. Donc on a deuxième round. Maintenant, on a quelque chose d'un peu plus complexe. On a du coup, de nouveau, on va vouloir rajouter un champ qui s'appelle permission. Sauf que ce champ permission, on va le rajouter que quand c'est dans un de ces groupes et qu'il n'a pas ce groupe. En gros, c'est ça. En gros, on veut faire une gestion de groupe. Ça commence à devenir compliqué parce que si vous vous rappelez bien, on va envoyer forcément une donnée. Donc, même si on veut rien renvoyer, au pire, on va renvoyer nul. Mais le champ sera quand même présent. Il aura la valeur nulle dans notre donnée. Et ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Du coup, comment est-ce qu'on fait ça avec Automapper? Déjà, on va faire quelque chose un peu plus efficace qu'avant. C'est que si, hop, je vous montre, on a un service qui s'appelle Permission Builder qui est ici. Et on va aller voir la classe de ce service et on va lui ajouter un tag avec l'attribut qui est fourni par la libre Automapper, donc qui s'appelle as Automapper expression service et qu'on va nommer permission builder. Pourquoi on fait ça? C'est parce que, en fait, alors je vais vous montrer juste au niveau du transformer, c'est qu'en fait, le transformer, on n'est pas obligé de préciser une classe ou un service. On peut préciser, on a le support de l'expression language. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire appel au service permission builder, point, j'appelle ma méthode avec ma source. Et automatiquement, en fait, là, vous n'avez pas besoin de créer une classe. Donc, on a un support qui est assez fort, qu'on veut même encore faire encore plus évoluer de l'expression language. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que des fois, on dit: «Ah mais l'expression language, c'est un peu lent». En fait, on a du code généré. Donc en fait, ça, on génère le code à votre place de votre transformer et du coup, ça ne change rien en termes de perf et du coup, et ça peut être des fois plus efficace à faire. On avait des conditions aussi, dans notre custom, dans notre normalizer custom et là aussi, on peut utiliser l'expression language. Donc là, on va dire, bah, si, skip permission, il n'est pas dans le contexte groupe, alors dans ces cas-là, je vais pouvoir faire ça. Et en plus, on supporte les groupes, de serialisation, donc on rajoute les groupes ici et du coup, ça va faire exactement comme avant. Ça revient exactement même que dans Normalizer Custom. Maintenant, on va parler un peu de DTO. Parce que peut-être que vous utilisez des DTO dans votre application et ça aussi, ça a son importance. Et on va voir qu'on peut gérer, d'autres choses avec l'Automapper avec les DTO. Déjà, pour ceux qui peut-être qui n'utilisent pas les DTO, c'est les Data Transfer Object et simplement, on va créer une nouvelle classe qui va mieux représenter la donnée qu'on va renvoyer ou qu'on va, utiliser. Qu'est-ce que ça permet un DTO? Pourquoi on fait des DTO? Déjà, on peut faire du typage fort sur les propriétés virtuelles. Donc là, vous avez vu, j'ai rajouté des champs custom dans mes normalizers. Bah, ce qui se passe, c'est que c'est pas ouf en termes d'analyse statique. Donc j'aimerais plutôt, on va créer un DTO et on va rajouter ces champs, on va les typer fort et du coup, ça va mieux, ça va être mieux passer toutes mes règles d'analyse statique, tout ce genre de choses et du coup, j'aurai plus de sécurité. L'autre gros avantage, c'est aussi la documentation. Nous, on utilise OpenAPI, par exemple, derrière, on génère la doc OpenAPI, et en fonction de la doc OpenAPI, on génère tout notre client JavaScript. Mais comme ces normalizers custom, ils ajoutent des champs qui sont un peu virtuels, ben, on ne les a pas à ces propriétés de base. Donc on devait, à chaque fois qu'on avait ça, on devait étendre ce qu'on avait en JavaScript, rajouter les champs, et c'était très pénible. Là, maintenant, en utilisant des DTO, on arrive à générer de la doc qui prenne en compte ces nouveaux champs, et du coup, on n'a aucun travail à faire en plus côté JavaScript. Surtout, dernier point, on va pouvoir supprimer les groupes de serialisation. Les groupes de serialisation dans le serial de Symfony et même dans l'Automapper, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu améliorer à ce niveau-là parce que c'est trop compliqué.
C'est-à-dire que si vous avez 2, 3, 4 groupes de sérialisation, si on devait générer tous les cas possibles où j'en mets que 2, j'en mets que 1, où j'en mets 3, j'en mets 0, si on devait gérer tous les cas, nous, par exemple, on a des entités qui ont 5, 6, 7 groupes. Si on gérait toutes les possibilités, en fait, on devrait gérer, peut-être 1000, 2000 mappeurs différents pour une seule entité. C'est pas possible. Du coup, on peut pas aller finement là-dedans. Du coup, on a toujours cette problématique de performance sur les groupes de sérialisation. Et moi, ce que je vous recommande, et nous, c'est ce qu'on fait de plus en plus, c'est de ne plus en avoir de groupes de sérialisation et d'utiliser un DTO à la place. Vous utilisez un DTO qui est spécifique, sans des groupes de sérialisation, et ça va être, et même sans utiliser Automapper, en faisant ça dans Symfony Serializer, vous avez déjà gagné pas mal de perfs. Et surtout, bah, c'est plus compréhensible parce qu'on voit direct, ce qu'on utilise pour le client. Il y a pas de, je suis dans mon entité, j'ai des groupes de sérialisation qui sont partout. Je comprends rien à ce que je vais envoyer à mon API. Là, au moins, c'est clair, on voit ce qui est renvoyé. Comment ça marche? Là, c'est un exemple avec API Platform. Donc comment ça marche avec API Platform? Vous allez créer un provider, avec qui implémente le provider interface, donc ce qui va permettre en fait d'aller récupérer la donnée, de créer votre DTO et de le remplir à la main. Là, il y a 2 champs. Ça va, 2 champs. Quand vous en avez 10, 15, 20, une entité qui bouge beaucoup, ça commence à être un peu plus compliqué. Ça tombe bien un automapper et ça fait de l'objet à l'objet. Donc on peut faire les 2. On peut faire dire: «OK, je passe de mon projet à mon DTO et je passe de mon DTO au tableau». Et du coup, on a à la fois la transformation d'objets, à la fois la transformation après avec la normalisation. Dans l'autre code, ça donne quoi? Là, on ne va plus utiliser le normalizer. On fait d'objet à objet. Donc, on va utiliser directement l'automapper. Donc, on propose une interface. Je n'ai pas mis le constructeur, mais on utilise le service qui est automatiquement mis dans Symfony. On fait un map, on prend le projet, on dit que je veux renvoyer un DTO class, et normalement, ça marche. Et après, si vous avez des transformations custom à faire, bah, comme avant, on va mettre des attributs, etc. Donc, typiquement, dans notre cas, on va dire, bah, typiquement, notre projet DTO, en fait, il a le champ permission qui est défini, et on va utiliser notre transformer d'avant. Donc, on fait service permission builder, etc. Et là, automatiquement, ça va utiliser pour le champ permission de la classe projet DTO ce transformer-là. Sauf qu'à un moment, on arrive là-dessus. Ça commence à être pénible parce que notre projet, il a plusieurs endpoints qui l'appellent, même beaucoup. Et encore, là, j'ai été gentil, hein, je pense qu'il n'y a pas la place sur tout le mur pour montrer à quel point on était à un moment en termes d'attributs sur notre classe. On avait du coup, on envoie vers plusieurs DTO différents, on a notre entité doctrine, on a des index, on a plein de choses, et c'est illisible. Bah, du coup, ça tombe bien parce qu'on n'est pas que le map to, on a le map from. Ça veut dire qu'on ne peut pas obliger de mettre les attributs sur la classe qui va envoyer. On peut aussi mettre les attributs sur la classe qui va recevoir. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre les attributs ici directement sur notre DTO. Donc, on prend le DTO. Quand tu viens du puits de projet, eh ben, on met ce transformer. Et là, comme on a le champ permission, vous voyez, en fait, l'attribut, on le met au niveau du champ. On ne met plus au niveau de la classe. Parce que le champ existe ici. Ce n'est plus un champ virtuel. Et ça, bah, du coup, ça va réduire énormément tous nos attributs qu'on a sur les autres classes. Même, on n'a plus de groupe de sérialisation, du coup, aussi, on les réduit, enfin, plein de choses comme ça. Et du coup, ça rend le code beaucoup plus lisible. Ce qu'on fait, du coup, maintenant, nous, et ce que je vous recommande, c'est un endpoint égale un DTO. Après, on peut faire un peu plus, mais on peut faire un DTO pour 2 ou 3 endpoints si jamais on a vraiment la même donnée. Mais si vous avez des données qui changent entre vos endpoints, faites un DTO par endpoint. C'est vraiment une grosse recommandation en termes de perf, et aussi avec l'automapper, ça marche très bien. Pour faire un petit récap du coup là-dessus, donc quand vous faites une migration, si jamais vous voulez migrer et gagner des perfs, comme nous on a gagné des perfs, ne pas tout faire d'un coup. Je l'ai dit au début, je le redis, c'est très important. On a prévu le système pour ça, itérer, c'est-à-dire on mesure, on commence par un endpoint simple déjà pour se familiariser avec la librairie et faire peut-être des premiers transformers un peu simples et bien comprendre tout le système. Une fois qu'on a fait ça, on déploie en prod, on regarde comment ça se passe, on mesure et on ajuste. Et après, maintenant, on a un peu pris en main la librairie, allez, c'est parti, on se fait des endpoints les plus lents. Donc là, on va chercher les endpoints qui sont souvent appelés et qui ont une performance où on remarque que le serializer a très peu de performance. Nous, dans notre cas, par exemple, on utilise Sentry, mais avec Blackfire, vous pouvez très bien faire ça. Il y a plein d'outils qui permettent de faire ça de manière assez rapide et efficace.
Abusez des DTO aussi, je le redis. Faut vraiment même si vous avez beaucoup de classes, vous allez gagner en visibilité. Nous, c'est ce qu'on voilà, on en abuse de plus en plus. Si ça se trouve, dans un an, je vous dirai: «Arrêtez les DTO», on verra. Et il y a beaucoup d'autres options dont j'ai pas parlé, on va pas forcément s'étendre là-dessus. Donc, vous avez le site qui est là, et je sens vous l'avez sur le prochain slide et merci, c'était tout. On a du temps pour des questions, donc si vous avez des questions, allez-y. Bonjour, merci pour la conf. J'avais une question. J'ai un peu l'équivalent de Automapper dans un écosystème d'un langage avec une tasse de café, qui s'appelle Mapstruct et on est capable de fournir des implémentations de base pour certaines méthodes de mapping. Est-ce que c'est possible avec Automapper d'avoir une espèce d'implémentation, abstraite que Automapper ensuite étendrait? Par exemple, une interface où tu pourrais mettre ta Alors propre soit une interface et je pensais peut-être plus à une classe abstraite parce qu'une interface, on ne peut pas embarquer d'implémentation dedans. Mais, c'est vrai qu'en Java, on peut mettre du code, mais en PHP, ce serait peut-être plus une classe abstraite que Automapper étendrait avec son code généré. non, on peut pas. Tant pis. Voilà, désolé. Mais non, comme on fait la génération de code derrière, on a besoin vraiment de bien tout contrôler à ce niveau-là et parce qu'il y a beaucoup de subtilités et cetera et on a voulu faire des points d'extension un peu génériques, au niveau d'un mapping complet, mais c'était très compliqué. On a essayé différentes solutions et en fait, dans différents use cases, ça marchait pas et on avait plein de problèmes et en fait, alors qu'on a plutôt voulu faire des transformers. Faire propriété, propriété, ça marche beaucoup mieux au final. Salut, merci pour, le talk. J'ai une petite question quand on a, beaucoup de DTO, qui représentent en fait le payload, de réponse. Est-ce qu'on est obligé en fait, dans la configuration à chaque fois pour chaque objet dire que ça va être, target, source, target array, source cet objet? Ou est-ce qu'on peut faire des patterns pour On dire, peut tout ce qui finit par response, bah, ça sera du array par exemple, un truc comme ça quoi? Alors dans la config, que j'avais montré, déjà on peut spécifier un chemin, donc si tu as déjà des namespaces et tout, on peut déjà dire. Ensuite, là j'ai montré qu'une chaîne, mais en fait on peut mettre un tableau, donc on peut passer une liste de mappers pour différentes transformations. On peut spécifier plusieurs fois l'attribut, donc il y a pas de souci en disant: «Bah, pour tel cas je fais telle transformation, pour telle autre classe je fais telle autre transformation», même pour des champs qui sont nommés pareil. Il y a plein de possibilités. Il y a pas vraiment de pattern, mais à voir. Ça peut être une issue si jamais on voit qu'il y a un use case et faire un pattern en mode regex, là-dessus, ça pourrait être envisageable. Oui, de notre côté, on a un cas un peu similaire, mais nous, on est plus sur, la récupération et donc la dénormalisation, si je dis pas de Mmh. bêtises. Et on a quelques soucis avec Doctrine et le fait que quand on automap, les sous-objets sont régénérés par, Jollycode et du coup, Doctrine considère que c'est un nouvel objet et essaye de le sauvegarder, Oui, alors ça, c'est directement. justement, c'est un point qu'il faut travailler, c'est pour ça que j'en ai pas forcément parlé, mais OK. là, on a dans le support de l'API Platform, dans la base, normalement, on est capable d'appeler ça s'appelle le processeur, je crois, dans API Platform, pour récupérer l'objet qu'il faut. Non, c'est toujours un provider. Mais oui, on essaye justement de travailler sur ce point. C'est pour ça que j'ai parlé de support basique et ça marche très bien en normalisation. Dans la dénormalisation, je ne l'ai pas encore trop utilisé. C'est pour ça aussi qu'on l'a. Enfin, forcément, je fais le code que j'utilise. Comme je fais pas trop de dénormalisation parce que j'ai pas de problème de performance là-dessus, j'ai pas trop encore touché dessus. Mais si jamais, n'hésite pas à faire une issue, nous dire ce qui se passe, etc. Et on pourra regarder derrière. Je te dis pas qu'on regardera ça de suite, on a aussi nos trucs, mais voilà. Et ben Merci. merci à tous.